Bonjour, Colin. En forme? Très en forme. Oui. T'as ton beau café. Là. Oui, ce pipi et cette gorgée de café m'ont vraiment fait du bien. Fait que là, je suis très préparé pour un nouvel épisode. Tu commences notre podcast de façon tellement vulgaire. Tout frais pour un nouvel épisode. T'as parlé de tes mictions. C'est un beau mot, ça. Hein? Oui. C'est ça que les médecins utilisent pour dire urine. Oui. Bon, mais maintenant qu'on a parlé de l'essentiel, avant qu'on commence l'épisode... Ta sœur est infirmière, bravo. Wow. Avant de... Avant de casser l'épisode, faut qu'on rappelle, n'hésitez pas à aller nous donner 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, YouTube, tout ça. Partout où vous pouvez, mettez 5 étoiles. Ça fait quand même une différence pour que... Ouais, des critiques, tout ça. Je sais pas si les critiques, ça joue dans l'algorithme, mais ça nourrit mon... Ça doit pas nuire. N'importe quel engagement est poussé d'habitude, fait que ça doit pas nuire. Puis moi, ça me donne un petit rush de dopamine. Même si c'est pour m'insulter, j'aime ça quand même. Même si c'est pour dire qu'on parle pas assez d'Hannah Arendt. Mais à date, on parle beaucoup d'Hannah Arendt, je te dirais. Là. Beaucoup. Probablement un des podcasts québécois qui parle le plus d'Hannah Arendt. Oui. On a juste nommé son nom, mais, mais c'est déjà pas pire. Fait que voilà, n'hésitez pas à nous laisser des notes sur les plateformes. On apprécie beaucoup. Merci d'être à l'écoute. Et on part ça tout de suite. On va parler aujourd'hui des conditions de travail chez Amazon. Yes! Fait que là, c'est l'épisode du pipi dans la bouteille. Exact. D'où mon intro d'épisode. Tout est dans tout. Donc, on commence avec une grande question. C'est comment travailler chez Amazon? Ben, c'est super le fun et tout le monde est super bien payé. Merci d'avoir été là. Non, évidemment, c'est pas ça. Surprise, c'est de l'incroyable marde de travailler pour Jeff Bezos. Et tu l'as mentionné tout de suite en intro. T'as sûrement déjà entendu parler de l'histoire des livreurs qui doivent uriner dans des bouteilles vides pour pas ralentir la livraison. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Et c'est vrai, mais c'est aussi la pointe de l'iceberg, malheureusement. Tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est même pas la pire affaire, c'est ça qui est... C'est pas la pire affaire. Si c'était juste ça, ça serait pas pire. Et puis toi, je sais, là, Colin, il va falloir que tu fasses semblant de pas trop t'y connaître, parce que je sais que t'as quand même suivi ça un peu. J'ai écouté un podcast que tu m'as envoyé hier, d'ailleurs, sur c'est comment travailler chez Amazon. Donc, t'as quand même déjà des bonnes infos. Oui. Mais suis-moi, puis je pense que je vais quand même te surprendre sur certaines affaires. J'ai aucun doute que c'est pire que ce que je pense, même si je suis au courant. Mais on va commencer par crever l'abcès puis parler de la fameuse histoire de uriner dans des bouteilles. Oui. D'où ça vient, cette fameuse histoire-là? En fait, la première mention que j'en ai trouvée, c'est dans un dossier de Business Insider, publié le 11 septembre 2018, qui est intitulé « Missing Wages, Grueling Shifts and Bottles of Urine. The disturbing accounts of Amazon delivery drivers may reveal the true human cost of free shipping. » Donc, c'est la journaliste Hailey Peterson qui s'est entretenue avec 31 employés en 2018, actuels et anciens employés, pour parler des conditions de travail, puis ont dénoncé une foule d'affaires. C'était aux États-Unis? Je sais pas, tu sais, des fois, c'est ça. Ça aurait pu être... Oui, il y a un dossier aussi au UK, mais celle-là, c'est aux États-Unis. Okay. Puis l'article en sert, en fait, avec le témoignage de Zachariah Vargas, un livreur. Puis pendant un chiffre, par accident, il s'est fermé à la porte sans main, puis il s'est coupé profond, mais profond de genre, ça saignait abondamment, puis il voyait son os à travers le sang, là, tu sais. Il s'est tranché la main, mettons, dans la porte de la vanne. Donc, son bras s'est mis à trembler, tu sais, grosse blessure. Fait qu'il a appelé son boss pour lui dire ce qui venait de se passer. Puis son boss il a répondu « OK, mais il te reste combien de colis à livrer? » Fait que là, il dit « Ben, je sais pas, quand même pas mal pour vrai. » Il a dit « Ben, finis ta run, puis après ça, on regardera pour ta blessure. » Donc, il est rentré dans son truck, mais là, tu sais, son bras shaké pis ça, fait qu'il a fait son petit rebelle, il est retourné quand même au centre parce que, fait, je pense que j'ai besoin de soins. Puis il y avait même pas de trousse de premiers soins, en fait, dans le camion. Fait que, tu sais, voilà. Il est retourné au centre. Il est allé au centre, il est pas allé à l'hôpital. Il est quand même allé reporter le camion au centre de distribution. Et en rentrant... En fait, quand il est rentré dans le centre de distribution, son boss s'est mis à rire de lui puis il a dit devant tout le monde « Bon, t'es-tu en train de mourir? J'ai vu des petites filles rentrer avec des blessures plus graves que la tienne. » Au gars qu'on voyait son os à travers sa main. Bon, je sais pas pourquoi plusieurs petites filles viennent visiter le centre de distribution non plus, mais ça, c'est une autre histoire. L'ennui, c'est que Vargas, en fait, techniquement, il travaillait pas pour Amazon. Et ça, c'est toute la clé de voûte de l'affaire. Il travaillait pour un tiers, une compagnie comme Intelcom ici au Québec, qui livre des colis pour Amazon. Exclusivement pour Amazon en plus. Ouais. Mais dernièrement, j'ai vu un camion d'Intelcom, puis si tu regardes en bas, c'est quelque chose qui est marqué genre entreprise opérée par quelque chose Amazon. Fait que c'est comme c'est une sous-entreprise d'Amazon. Exact. C'est juste des affaires, mais ils livrent pas, c'est ça, Intelcom livre pas Amazon et d'autres affaires. C'est que des colis Amazon. Il y a quelques compagnies, ça peut arriver, qui vont livrer pour plusieurs.
Ou maintenant, des fois, ils vont utiliser aussi des services comme Post Canada ou aux États-Unis, UPS et tout ça. Mais leur stratégie, et ça s'amplifie de plus en plus, c'est qu'ils fondent des compagnies, mais qui sont séparées d'eux, mais la formation est donnée par Amazon. Il y a des gens d'Amazon dans l'organisation de la compagnie. C'est financé par Amazon, mais c'est une compagnie tierce qui leur permet de se libérer de bien des obligations légales. C'est super pratique pour Amazon, en fait, parce qu'ils servent de ça pour se dédouaner de tous les torts. C'est pas notre faute si les livreurs sont obligés de travailler avec une main potentiellement cassée. C'est pas nous, leur patron. C'est Intelcom, le problème. C'est Intelcom qui est une entreprise mal gérée. Exact. Puis d'ailleurs, bon, comme on vient de dire, c'est fondé par Amazon souvent, c'est bon, et tout ça, mais même littéralement dans l'histoire de Vargas, par exemple, il y avait un représentant d'Amazon qui était sur place au centre de livraison quand il est rentré pour surveiller les activités. Il aurait pu intervenir, mais il n'a rien fait parce que c'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne, en fait. Et de la même façon qu'on peut pas acheter, je dirais, un t-shirt neuf à 5$ puis faire semblant d'être surpris qu'il a été fait par des petites mains d'enfants, ben je pense pas non plus qu'on peut imposer à des entreprises de livraison des quotas aussi stricts que ceux qu'Amazon impose, avec un budget famélique souvent. Et cette année que les livreurs sont peut-être pas super bien traités dans le processus. C'est aussi une formidable façon pour eux de se protéger de la syndicalisation, faire affaire avec des tiers comme ça. Mais je vais utiliser la phrase fétiche de ce podcast. On va y revenir plus tard. Puis en passant, c'est absolument faux qu'ils ne savaient pas que les livreurs étaient poussés à adopter des conduites dangereuses. Des preuves, il y en a des tonnes, mais je t'en nomme une. Ils ont une app, en fait, qui s'appelle Amazon Flex pour ceux qui veulent livrer, comme avec Uber, par exemple. Fait que toi, si tu as une voiture, par exemple, tu peux downloader l'app à Amazon Flex puis dire, je vais aller livrer des colis une fois de temps en temps à mes journées de congé. OK, à temps perdu, genre, tu peux faire ça. Ouais, tu peux faire ça. Donc, tu vas au centre de livraison, tu remplis ton char de colis, tes livres, puis une fois que c'est confirmé qu'ils ont été livrés et tout ça, ben, à la fin de la semaine, tu reçois un chèque pour le nombre de colis livrés. Qui est un peu moins que le gaz que ça te coûte pour les livrer. Mais oui. Exact. Oui, c'est ça. Faut avoir envie de travailler bénévolement. Oui, c'est ça. Ouais. Faut aimer le bénévolat. Voilà, donc c'est ça. Ben, en fait, c'est parfait pour ceux qui ont envie de faire du bénévolat, mais qui aiment mieux les milliardaires que les pauvres. Fait que tu peux aider des milliardaires dans tes temps libres. Donc, au début, quand ils ont fait l'app, en fait, l'app était super dangereuse. Elle faisait prendre des chemins plus risqués aux chauffeurs, elle était super distrayante. Il y avait des écritures super petites qu'il fallait que tu lises pendant que tu conduisais. Okay, ouais. Mais l'app a donné à Amazon l'affaire qu'elle aime le plus, c'est-à-dire des données. Puis déjà, avec l'app, en fait, c'était clair que c'est pas rare que les livreurs manquent des repas, conduisent dangereusement pour respecter les délais. Genre des livreurs qui brûlent des stops, des lumières parce qu'ils sont en retard, c'est super commun. Et même plusieurs chauffeurs qui attachaient leur téléphone avec du papier collant sur leurs jambes, leurs jeans, parce que c'était plus facile de regarder sur leurs jambes en conduisant que de voir l'accrocher et décrocher le téléphone tout le temps. C'est complètement faux. Et ça, Amazon, c'est tout ça. T'sais, ils ont accès à toutes ces données-là avec l'app. Donc, je crois pas une seule seconde qu'ils ont été surpris, comme ils le disent, par le rapport. On sait tout sur toutes les entreprises qui revendent chez nous, mais on n'a aucune information sur nos employés. Oui, puis justement, dans le podcast que tu m'as envoyé, il contait une histoire dans un centre de livraison à Montréal ou de distribution où il y avait 25 000 colis qui avaient été traités dans la journée. Puis à la fin de la journée, ils ont dit il nous en manque 2. Il nous en manque 2, puis on sait que c'est toi puis toi qui étais exposé de la cheminerie. Il est passé où? Personne ne sort avant qu'on ait retrouvé les 2 colis, tu sais. Fait que s'ils sont capables... podcast qui est Le poids du cloud, by the way, qui parle de différents trucs sur le capitalisme algorithmique, mais il y a un épisode sur Amazon sur les centres de distribution, puis c'est excellent. C'est un très bon podcast. Très intéressant et inspiré du livre de Jonathan Durand-Folco. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est ça. Donc, s'ils sont capables de se rendre compte qu'il manque 2 colis sur 25 000 dans une journée, on viendra pour faire croire qu'ils sont surpris. Mais de toute façon, ça, je pense que tu vas en parler. Amazon comme entreprise, c'est des maniaques de data pour chacun de leurs employés. Ils savent où leur employé est à chaque seconde. Fait qu'ils ils savent tout ça. Exactement. Fait que c'est absolument faux qu'ils ne savaient pas pour les livreurs, mais évidemment, ils sont défendus en disant on est très surpris, puis on va valider tout ça, mais ça nous étonne, puis c'est pas le genre d'entreprise qu'est Amazon. Permettons-nous de coller bullshit. C'est aussi dans cet article-là que la fameuse histoire, donc on revient des bouteilles d'urine est sortie. Puis c'est resté dans l'imaginaire public parce que, bon, c'est quand même une image forte, mais aussi parce qu'Amazon, accidentellement, ont gardé ça en vie. En mars 2021, Bezos était parti sur une obsession Twitter. Là, ça y arrive par moment. Et il était dans une de ses obsessions. Un Kanye West moment, genre, qui postait à chacun. Ben, en fait, il s'était mis... Il poste pas tant personnellement, mais il s'était mis dans la tête que si t'étais pas edgy sur le réseau social, sur Twitter, ben tout le monde foutait un peu ce que t'avais à dire. Il était probablement inspiré par Elon Musk, qui était en pleine manie à ce moment-là sur Twitter. Donc, il s'est dit, il faut qu'on réponde
avec plus de mordants à Amazon, si on veut que nos tweets aient de la portée. Il avait sûrement raison, mais on dirait que j'ai pas l'impression que susciter du drama sur Twitter, ça devrait être la priorité numéro 1. D'une entreprise, c'est ça l'affaire. C'est milliardaire. T'es pas un influenceur, là, dude. Mais bon, peut-être qu'il s'y connaît plus que moi, qui sait. Fait que Bezos a donné comme mission à son équipe de répondre plus agressivement aux tweets, puis lui-même, il passait des heures à workshop des tweets pas fins, genre méchants pour répondre à du monde avec son équipe, notamment pour répondre à Bernie Sanders, qui était comme une grosse épine dans son talon. Donc, si vous... Tu sais, on dit souvent que les PDG ont mérité leur argent parce qu'ils travaillent super fort. C'est exactement ce que je suis en train de penser. Si tu passes des heures à écrire des tweets, là, ouais. Voilà, fait que je sais pas ce que les employés qui doivent acheminer des milliers de colis par heure se disent quand leur boss passe l'après-midi dans le bureau à workshop des tweets mesquins. Mais écoute, hein, chacun, c'est des paresseux. Faut que je dorme à l'entreprise. Oui, mais c'est parce que t'envoies des tweets à 4h du matin. Hein. Bon, anyway, fait que pour revenir sur Twitter en 2021, le 25 mars, il y a le représentant démocrate du Wisconsin, Mark Pocan, qui a tweeté, et là je vais traduire par après ma petite traduction maison, paying workers $15 an hour doesn't make you a progressive workplace when you union bust and make workers urinate in water bottles. Donc, je traduis payer des travailleurs $15 de l'heure. Ça fait pas de ton milieu de travail un milieu de travail progressif quand tu fais du union busting, donc tu adoptes des pratiques antisyndicales et que tu obliges tes travailleurs à uriner dans des bouteilles d'eau. Parce que je présume Amazon se vantait de « Hey, on a des bons salaires horaires. » Exact. J'y arrive. Je vais faire une petite parenthèse, en fait. Mais l'affaire du 15$ de l'heure, en fait, c'est parce que, incroyablement, Amazon ont été des défenseurs du salaire minimum à $15. Ce qui va moins te surprendre, peut-être, par contre, c'est que ça venait pas de la montée du cœur de Jeff Bezos. C'était pas ça la motivation première. En fait, une chose qui m'a étonné sur lui, en lisant sur Jeff Bezos, et c'est peut-être une clé si on veut s'attaquer à lui, c'est que autant qu'il peut être entêté, surtout dans ses employés, il cède quand même assez facilement à la pression populaire. Quand il y a un vrai mouvement de pression populaire, il a tendance à briser plus vite que la plupart des PDG, je dirais. À la fin des années 2010, ce qui est quand même fou, hein, on dirait que c'est déjà une vieille époque, mais ça fait 15 ans. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. La fin, mettons 2015 à 2020. Là. Il y avait un bon mouvement de contestation contre les GAFA, mené entre autres par Nicolas Ducoté, par Bernie Sanders. D'ailleurs, Sanders, en 2018, il a proposé une loi qui s'appelait Stop Bezos. Bezos, il est un acronyme qui signifiait, en fait, c'était Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies. Bon. OK, c'était leur acronyme, c'était Bezos. Bon, l'acronyme est dégueulasse, mais l'idée est intéressante. En fait, ils voulaient ajouter une taxe aux entreprises en fonction du nombre de leurs employés qui étaient sur les food stamps, les timbres alimentaires. Parce que le raisonnement, c'est la société, au final, qui subventionne les bas salaires que tu verses 100%. À tes employés. C'est nous qui... De toute façon, puis juste par principe, t'es pas supposé travailler temps plein puis d'avoir besoin de temps alimentaire. Pas être capable absolument. Mais au final, tu disais, c'est la société qui finit par subventionner le fait que tu payes pas assez tes travailleurs pour qu'ils puissent manger à leur faim. Donc, on va se rembourser en coupant, en surtaxant pour rembourser ça. Ce qui était bien logique, là, et qui devrait être le minimum. Donc, évidemment, ça n'avait aucune chance de passer. En 2018, on était sous la première présidence de Trump. Mais ça nuisait à l'image publique de Bezos et il n'aimait pas ça. Donc, son équipe lui a présenté plusieurs plans pour répondre à ça. Et il a choisi le plus ambitieux à ce moment-là, qui était de monter les salaires des employés des centres de distribution à $15 de l'heure. Donc, oui, c'était juste pour protéger son image, mais même là, il y avait une pogne. Il n'a pas juste donné le $15 de l'heure. En retour, il a augmenté le salaire, mais en retour, il a mis fin au programme qui permettait aux employés d'obtenir des actions dans l'entreprise. OK, fait que ça coûte même pas probablement tant plus cher à l'entreprise. C'est comme... Exact. Puis il a mis fin également, quand tu atteignais tes objectifs de la journée, tu avais le droit à un bonus à la fin de ta journée. Il n'y en avait plus. Fait qu'au final, même l'augmentation de salaire de $15 de l'heure était remboursée en bonne partie par les avantages qu'il venait d'enlever. Bref, c'est de ça que Mark Pocan parlait quand il disait « Vous pouvez pas vous vanter d'être un milieu de travail progressif parce que ça a augmenté le salaire à $15 de l'heure. » Puis c'est l'époque aussi où Bezos se présentait un peu comme un démocrate. Là, à l'époque, il y avait des gros problèmes avec Trump. Il était pas en train encore de lécher les bottes de la droite américaine comme maintenant. Ouais. Dans la première présidence Trump, là, 2016 à 2020, il y a des gros conflits. Il était des ennemis constamment. Puis je vais en parler ça juste un petit peu dans le dernier épisode, mais on n'en parlera pas des tonnes, mais ça venait en grande partie du fait qu'il a acheté le Washington Post. Et puis que le Washington Post avait été très critique de Trump pendant la première présidence.
défense. À la défense de Bezos, en tout cas, durant le premier mandat, là, ça a changé, là, mais durant le premier mandat, il se mêlait très, très peu de la ligne éditoriale du journal. Maintenant, il n'y a plus de ligne éditoriale. Non. Maintenant, c'est ça, ils ont Maintenant, pas la annoncé ligne- quelque chose ouais. comme la ligne éditoriale sera plus jamais critique de, je sais plus trop, mais c'était une très drôle de formulation. Il a dit que la ligne éditoriale, désormais, devait être pro-entreprise et... voilà, fait que... oui, et d'ailleurs, justement, le directeur éditorial, je ne sais plus trop, quitté le journal après ça. Donc là, c'est plus un journal qui est neutre. Bezos s'en mêle maintenant. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il s'en mêlait pas. Il laissait ses journalistes travailler puis critiquer autant qu'ils voulaient. Donc, il était... mais Trump ne croyait pas ça parce que dans sa tête, c'est impossible que quelqu'un possède n'utilise... un média et ne s'en mêle pas. Et finalement, il avait raison, parce que c'est ça qui est arrivé. Oui, c'est ça qui a fini par arriver. Mais il était persuadé que Bezos se servait du Washington Post pour l'attaquer directement. Fait qu'il était comme en rivalité avec Bezos et tout. Fait que finalement, ça se peut, j'en parle pas au dernier épisode. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, on dirait. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire, Bezos est en mode furie sur Twitter. Puis au lieu de faire l'affaire normale, d'y aller avec une réponse corpo super vide ou bien juste ignorer le message, il a répondu par le biais du compte d'Amazon, You don't really believe the peeing in bottles things, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over 1 million incredible employees around the world who are proud of what they do and do have great wages and healthcare from day one. Donc, je traduis, tu crois pas vraiment à cette histoire de bouteille-là. Si c'était vrai, personne ne voudrait travailler pour nous. La vérité, c'est qu'on a 1 million d'employés incroyables qui adorent travailler chez nous puis on leur offre plein de bénéfices. Est-ce qu'on est sûr que c'est Bezos personnellement qui a répondu ça? Mm-hmm. Ben, personnellement, non, mais il avait travaillé avec son équipe puis il avait mis la main à la porte à ce tweet-là. Okay. Je te dis pas que c'est lui qui a eu les doigts sur le clavier, là, mais il avait mis son input dans ce tweet-là, absolument. Juste le fait que le PDG ait accès au compte Twitter de l'entreprise, je trouve ça un petit peu loser. Mais je sais, ça je te Oui, dis, c'est je sais peut-être pas si pas, accès, là, oui, mais mais ils ont peut-être envoyé il la s'en est réponse au gestionnaire, là, mais oui, il s'en est mêlé. Fait que c'était super impoli, passif-agressif comme message envers un politicien, un élu, puis ils se sont fait ramasser dans les commentaires par les utilisateurs de Twitter, et tous les médias en ont fait des articles, et Pokken a répondu « Oui, je crois à vos travailleurs, pas vous ». Et donc, ils ont perdu ce combat-là. Tellement, en fait, ça a tellement été un massacre de relations publiques. La semaine après, la compagnie a fini par écrire un tweet d'excuses, mais ça a cimenté l'image des livreurs qui doivent uriner dans des bouteilles dans l'imaginaire public. Ils l'ont ramené, ils l'ont gardé en vie, cette image-là. Une autre affaire qui m'a surprise, c'est que c'est pas juste les employés avec des jobs manuels qui trouvent ça difficile de travailler chez Amazon, parce que même pour les cols blancs, les employés de bureau, il paraît que c'est très difficile. En 2015, le New York Times a publié un dossier sur les conditions de travail pour les employés de bureau et c'était cinglant. On raconte que les employés sont encouragés à démolir les idées des autres en réunion publiquement, qu'il faut être disponible en tout temps. Il y avait un employé qui racontait avoir reçu des courriels après minuit, puis son boss s'est mis à le texter parce qu'il répondait pas à ses courriels. À 1h du matin, genre. Il n'y a pas l'affaire de... c'est quoi le le droit terme? à la déconnexion. Oui. Non, c'est ça. Non. Il y a même un système, en fait, qui est en place chez Amazon pour secrètement stouler tes collègues à leur boss. Donc, si tu trouves qu'un collègue est pas bon, qui prend des raccourcis, qui travaille pas tout le temps fort, tu peux le stouler secrètement, anonymement à son patron. Il y a des employés qui ont vécu des épreuves comme des cancers, des fausses couches qui se sont fait montrer la porte parce qu'ils n'étaient pas assez disponibles et dévoués après ça. On va aussi lire le témoignage dans l'article du New York Times de Bo Olson qui s'est fait engager au marketing pour le département des livres, pour la branche qui s'occupait de vendre des livres. Et il a dit « Presque tout le monde avec qui j'ai travaillé, je les ai vus pleurer à leur bureau. » Pas une ou deux personnes, tout le monde. Oui, c'est quand même fort, oui. En même temps, ça, c'est super intéressant parce que j'étais pas au courant de tout ce qui est employé de bureau. Là. Moi, j'avais juste de la force sur le plancher. Mais en même temps, si c'est la mentalité de l'entreprise pour les gens dans les entrepôts, c'est pas surprenant que ça soit la même affaire dans les bureaux en haut. Et l'affaire qui met le plus de pression, on a un peu parlé dans le dernier épisode, sur les employés, c'est la pratique que Jeff Bezos a lui-même mis en place qui s'appelle le stack ranking. Donc, en gros, c'est une méthode d'évaluation des employés. Je ne sais pas si tu étais familier avec ça. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Je pense pas, non. Ouais. C'est une méthode d'évaluation des employés qui a été popularisée par l'ancien PDG de General Electric qui s'appelait Jack Welch. Et le concept, c'est que les gestionnaires doivent évaluer tous les employés puis les classer dans une distribution normale. Une distribution normale, c'est la fameuse courbe en forme de cloche là, qu'on a tous déjà vue. Donc, ceux qui sont à droite de la cloche, donc la minorité, le 10% généralement, après ça, tu peux la distribuer comme tu veux, là, mais chez Amazon, si je ne me trompe pas, c'est le 10% qui performe le mieux est récompensé avec des bonus et tout ça. Mais à l'inverse, le 10% qui est à gauche de la cloche sont renvoyés chaque année.
chaque année, il renvoie. Ouais. C'est fou. Tu peux avoir rempli tes tâches, pas avoir de tâches à ton dossier, mais quand même perdre ta job, pas parce que... Juste parce que t'es moins performant. Tu Ouais. peux faire... C'est ça, tu fais ce qu'on te demande, t'es juste moins performant que d'autres Exact. collègues. Fait que Tu peux avoir bien travaillé, mais s'il y a trop de monde qui ont encore mieux travaillé que toi, tu perds ta job. C'est comme la version la plus cauchemardesque de la Cotère, puis là, j'en profite pour saluer nos auditeurs français qui doivent rien comprendre de cette blague-là. Je pourrais vous l'expliquer, mais là, il faudrait que je vous explique c'est quoi les cégeps, puis là, on n'a pas le temps pour ça on aujourd'hui. n'a pas un épisode pour ça. Oui, c'est ça. Donc, dans le cas de General Electric, c'est ça, c'était 10% qui était renvoyé à chaque année. Jeff Bezos a trouvé ça inspirant, puis il a décidé de faire la même affaire. Mais après le dossier du New York Times, ils ont adossé leur posture, puis ils ont baissé ça à 6%. Ce qui reste quand même assez cinglé, là, mais voilà. Parce que ça amène plein d'inconvénients. Comme j'en ai parlé à l'épisode précédent, mais ça pousse les employés à violer les règles éthiques parce que oui, peut-être que tu vas te faire chicaner si tu désobéis à certaines règles, tu vas peut-être même avoir une punition, mais l'alternative, c'est d'être dans le bottom six puis de perdre ta job. Fait que t'es mieux de te faire taper ses doigts et peut-être perdre ta job que d'être sûr de perdre ta job. T'sais. Puis l'autre affaire, ben, c'est que ça punit les employés qui tombent malades ou qui ont des problèmes personnels. Si tu fais une dépression pendant un trimestre, ben, t'es presque sûr que ton trimestre va se terminer par ton renvoi, ce qui risque pas d'aider ta dépression, ironiquement. C'est arrivé à plein d'employés. Il y a un témoignage encore dans l'article du New York Times d'une ex-employée qui a été mise sur un plan d'amélioration des performances. Ça, c'est la première étape avant de te faire renvoyer. Là. Quand elle est accouchée d'un enfant mort-né. Donc, elle a accouché d'un enfant qui était décédé. Et ils ont dit, on va te surveiller. Puis c'était aux États-Unis, fait que sûrement qu'elle avait pas de livre pantoute. Non. Là, genre, elle est allée travailler 2 jours après. Genre. Puis elle filait pas, tu m'étonnes. Ouais, et ils l'ont reçu en disant, on demeure sur un plan d'amélioration des performances parce qu'on va surveiller et s'assurer que ta concentration demeure sur ton travail avant tout. C'est psychopathe. Ouais. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'Amazon, contrairement à d'autres compagnies, ils cherchent pas à garder leurs employés longtemps. Au contraire, Bezos veut pas que les employés restent longtemps, qu'ils commencent à être confortables parce qu'ils sont habitués ou parce qu'ils sont rendus confortables financièrement après plusieurs années de service. D'ailleurs, tu arrêtes de gagner des actions quand même assez tôt dans ta carrière chez Amazon. Même si tu plafonnes, genre. Tu plafonnes vraiment tôt dans tes actions. Et c'est fou, ça, parce que moi, j'aurais cru que ça coûte très cher à une entreprise de recruter du monde, de les former, blablabla. Fait qu'eux, ils calculent que même ces frais-là de constamment engager de nouvelles personnes, ça vaut la peine quand même par rapport à avoir des employés qui aiment leur job, qui sont confortables. Ben, en fait, l'idée première, c'est qu'il veut que les employés soient motivés surtout par l'argent quitte. Il veut du monde qui vont être dévoués à la cause. Puis quand tu compares aux équivalents, d'ailleurs, Amazon est souvent moins bien payé que, par exemple, travailler chez Google ou travailler chez... Tu sais, pour une job équivalente dans une entreprise équivalente, Amazon est souvent celui qui paye le moins, mais il veut des gens qui sont dévoués à la cause d'Amazon. Ils veulent pas des gens qui aiment l'argent, ils veulent des gens qui sont dévoués à la cause étant donner de l'argent à Bezos. Exact. C'est très... Ouais. Ce qui est fou. Moi, je comprends pas qu'ils réussissent à trouver assez de monde pour que ça fonctionne, mais voilà. Et évidemment, si ça, c'est vrai chez les gestionnaires, c'est encore en fait, c'est ce qu'il dit pour que ça paraisse bien, mais ultimement, ce qu'il veut, c'est du monde tellement mal pris qu'ils vont accepter n'importe quelle condition de travail. C'est oui, ça bien que ça sûr aussi, mais il y a aussi du monde vraiment brillant. Moi, c'est ça qui me fascine, en fait. C'est que c'est pas juste du monde qui n'a pas d'autres options, tu sais. Ben, tu sais, dans les entrepôts, oui, c'est du monde qui n'a pas d'autres options, mais tu sais, je parle dans les bureaux et tout ça. En tout cas, c'est ça, moi, qui me surprend. Il y a du monde qui pourrait avoir des carrières ailleurs, mais exact. Qui aime vraiment Amazon. Ouais. Et évidemment, moi, c'est ça. Tout ce que je te dis là, si c'est vrai pour les gestionnaires, c'est doublement vrai pour les employés dans les centres de distribution. En 2009, il y a un cadre aux ressources humaines qui a écrit un rapport chez Amazon qui s'appelait Respect for People, qui l'a présenté à Jeff Bezos et sa garde rapprochée, la fameuse Esteem, la Seniority. Le rapport s'inspirait de la méthode Lean, qui est popularisée par Toyota là, pour suggérer des manières de bâtir la confiance entre les employés et les gestionnaires et traiter les employés avec plus d'équité. Bon, après ça, la méthode Lean aussi, on pourrait la critiquer, mais comparé à la méthode de gestion d'Amazon, c'est vraiment moins pire. Ouais. Bezos, à la fin de la présentation, était hors de lui, il était furieux. Il a engueulé le cadre des ressources humaines qui avait osé présenter ce rapport-là. Il l'a engueulé devant tout le monde super longtemps dans la réunion, et le lendemain matin, il l'a rappelé sur son cell pour continuer à l'engueuler. Pour lui, le rapport suggérait qu'Amazon ne respectait pas ses employés. Puis, anyway, pour lui, une des plus grandes menaces possibles pour une entreprise, c'est une force de travail qui est sécure et qui commence à faire des demandes à son employeur. Donc, il est comme, non, on veut pas que les employés soient bien et qu'il y ait un rapport de respect entre les gestionnaires et les employés. On veut qu'ils travaillent et qu'ils sacrent le camp. Et il a dit, à place de faire tes rapports comptes, tu devrais plutôt te concentrer à t'assurer que les employés dans les centres de distribution qui ne montent pas en grade dans l'entreprise restent pas employés plus que 3 ans. Puis là, je veux juste quand même souligner ce que je viens de dire. Sa stratégie, c'est que le monde ne reste pas plus que 3 ans. Une force de travail qui est juste de passage, ben ça s'organise pas, puis surtout, ça se syndique pas. Ouais. Donc, pour lui, si tu peux engager un centre de distribution, si tu n'as pas monté de poste, de montée de grade, après 3 ans, ils mettent en place des mesures pour que tu t'en ailles. En fait, il y a même un programme qui s'appelle Pay to Quit qui t'offre un bonus si tu démissionnes après 3 ans. C'est fou, ça, OK. Ouais. Puis en passant se faire engueuler par Bezos, il paraît que c'est vraiment pas le fun. Les gens qui ont travaillé avec lui disent qu'il y a des moments où il pète des coches tellement intenses qu'il perd un peu de contact avec la réalité.
Un peu comme le Demon Mode, si je te rappelle d'Elon Musk. Ça a l'air assez typique de ces gens-là. Ouais. Pour Jeff Bezos, c'est pas le Demon Mode, ils appellent ça des nutters, dans le sens de he went nut. Donc, ils disent que Jeff a fait un nutter. Ce qui est aussi l'air d'un truc d'orgasme, mais... Oui, mais c'est fou qu'ils ont tous leur nickname pour quand ils pètent des coches. Oui, ça montre l'ambiance quand même de travailler avec ces gens-là, c'est fou. OK, il est connu pour des phrases quand même mémorables. J'hésite presque à les partager parce qu'il faut que j'avoue que même ça doit pas être cool d'être la cible de son courroux. Quand même un peu drôle par moment. J'ai peur que vous l'aimez un peu plus, mais en tout cas, je vais quand même les partager parce qu'on a besoin, je pense, d'un peu de légèreté dans cet épisode. Donc, parmi ces citations, il y a « If that's our plan, I don't like our plan ». Donc, si c'est notre plan, j'aime pas notre plan. « I'm sorry, did I take my stupid pills today ?» Désolé, est-ce que j'ai pris mes pilules d'idiot aujourd'hui? Ça fait très 90s, ça. Ça fait vraiment de... Est-ce qu'il faut telle personne a appelé, ils veulent savoir si c'est vraiment un espèce de point. Je vais arrêter de les dire en anglais, je vais les traduire directement là. Est-ce qu'il faut que je descende puis que j'aille chercher le certificat qui dit que je suis le PDG pour que tu arrêtes de me remettre en question là-dessus? Si j'entends cette idée une fois de plus, va falloir que je me tue. OK. Est-ce que ça te surprend que tu connaisses pas la réponse à cette question? Celle-là, je l'aime. Il est sassy, hein, oui. Après que quelqu'un ait proposé une solution à un problème auquel il faisait face, je pense qu'on a besoin de mettre un peu d'intelligence humaine sur ce problème. Et le plus simple et direct, pourquoi vous ruinez ma vie? OK. Mes citations mémorables à part, tu seras surpris d'apprendre que comme les livreurs et les employés de bureau, les employés au centre de distribution, évidemment, sont misérables. Je pourrais te dire, par exemple, que l'an dernier, un rapport dans le cadre du Sénat américain qui est sorti, puis que le comité qui était mené justement par l'ennemi juré de Bezos, le bon vieux Bernie, a enquêté pendant 18 mois sur la sécurité dans les entrepôts d'Amazon, puis qui ont conclu que le taux de blessure est presque 2 fois plus élevé dans les entrepôts d'Amazon que dans les autres entrepôts de secteurs comparables. C'est fou, ça. Le taux de blessure est plus élevé parce que les employés sont poussés à travailler à un rythme tellement rapide que leur sécurité est en danger et que les quotas sont presque impossibles à suivre. En plus, le rapport a aussi découvert qu'Amazon manipule les chiffres d'incidents pour mieux paraître. OK, fait qu'il baisse, genre? Ils se comparent pas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se comparent juste aux grands entrepôts de plus de 1000 employés parce qu'il y a plus d'accidents dans ces entrepôts-là. OK. Mais puis ça les fait mieux paraître en comparaison. Mais l'affaire, c'est que Amazon n'a pas juste des gigantesques entrepôts, ils en ont de toutes les tailles. Donc, le comité a jugé qu'il devait se comparer à l'ensemble des entrepôts, vu qu'ils en ont autant des très petits que des très grands, ce qui joue vraiment pas en leur faveur. Le rapport a aussi montré qu'Amazon décourageait ses employés d'aller chercher de l'aide quand ils se blessent. Fait qu'on peut vraiment penser en fait que les chiffres qui sont rapportés, qui sont déjà super gênants, 2 fois plus que la moyenne, sont probablement sous-représentés, probablement qu'il y a beaucoup plus d'accidents que ce qui est déclaré. Notamment, les cadres chez Amazon, c'était une autre des conclusions du rapport, blâmeraient les employés pour leurs blessures en disant que c'est de leur propre faute et leur interdisent de consulter des experts qui sont pas employés par Amazon. Donc, si... Ils ont-tu des médecins sur place, genre dans les entrepôts? Je pense qu'ils ont des soignants. Là. Je serais étonné que ça soit des médecins. Mais oui, ça arrive qu'ils ont du personnel soignant dans certains entrepôts. Mais ils veulent pas que ça sorte. Peut-être voir un médecin externe pour que ça soit rapporté. Fait qu'évidemment, je pourrais te dire tout ça pour t'expliquer quand ça soque travailler dans un entrepôt d'Amazon. Je pourrais aussi te dire qu'ils ont mis des robots dans les entrepôts pour remplacer les travailleurs. Ce qui fait qu'à cette heure, les travailleurs n'ont plus besoin de marcher l'équivalent à peu près d'un marathon chaque jour pour aller chercher des colis. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est les robots qui amènent les objets directement aux travailleurs maintenant. Mais l'inconvénient, c'est que ces blessures-là ont été remplacées par un autre type de blessure parce que maintenant, les employés passent leur journée derrière une station à faire des mouvements répétitifs. Et selon une enquête de l'OSHA aux États-Unis, qui est l'équivalent de la CSST ici, là, qui est l'organisme en charge de la sécurité au travail, les employés auraient à se tourner, à se pencher jusqu'à 9 fois par minute pendant une journée au complet, ce qui augmente énormément les risques de blessures au dos, de douleurs chroniques et même d'handicap permanent. Donc, je pourrais te donner encore une tonne de chiffres comme ça, mais à la place, je vais plutôt opter pour une petite histoire encore. C'est encore l'heure du conte dystopique. En 2011, le journal Morning Call à Allentown, en Pennsylvanie, a publié un article qui parlait des conditions de travail dans l'entrepôt de le High Valley, qui est à côté de Scranton pour les fans de The Office. Donc, dans l'article, il racontait qu'il faisait tellement chaud dans l'entrepôt cet été-là qu'il y a des employés qui perdaient connaissance tous les jours, au point où Amazon payait pour qu'il y ait des ambulances sur place en tout temps, qui étaient stationnées à côté de l'entrepôt. C'est comme un festival de musique. Exact. Travailler dans un entrepôt d'Amazon, c'est un petit peu comme aller à Lollapalooza. Mais un peu moins le fun. Et l'affaire, en fait, c'est que c'était pas un accident. Les ambulances, c'était littéralement le plan.
l'entreprise. Parce qu'au début de l'année, Mark Onetto, qui est en charge des ressources humaines à l'époque, avait présenté à Bezos et sa garde rapprochée, la S-Team, un document pour dire que l'été s'en venait et que ça allait être chaud et qu'il fallait installer des airs climatisés dans les entrepôts sur les toits. Bezos a personnellement refusé la dépense en disant que ça allait coûter bien trop cher. Fait qu'à la place, ils ont mis des ambulances à côté des entrepôts. C'était pas mal moins cher qu'installer des clims, de payer deux ambulances par jour. Calcul on sait qu'on va avoir des employés blessés qui vont s'évanouir, mais c'est moins cher. Exact. Puis en passant, les bureaux des gestionnaires dans les entrepôts, eux, étaient climatisés. Puis je vais prendre une chance, mais je devine que probablement que le bureau de Jeff Bezos aussi était climatisé cet été-là. Ouais. Mais Allegedly. Allegedly. Donc, anyway, quand l'article qui dénonçait les conditions de travail cet été-là dans les entrepôts est sorti, Bezos a cédé à la pression. Il a accepté de payer pour installer les clims au coût de 52 millions. Ça a coûté 52 millions de climatiser tous les entrepôts. Ce qui est vraiment pas, tu dis. Vraiment pas tant d'argent, c'est ça pour eux. En 2011, Amazon a fait proche de 50 milliards en revenus. C'est ça. Fait que mes 52 millions, c'était trop cher. C'était 1/1000 de leur revenu, en fait, littéralement, pour assurer la sécurité des employés. Et Bezos, qui était hors de lui parce qu'il déteste quand son image est attaquée publiquement, il a essayé de faire porter le blâme à Onetto en lui disant qu'il aurait dû voir venir la crise, que c'était sa responsabilité comme responsable des ressources humaines. Onetto, qui est le gars qui avait parlé. Qui avait dit qu'il fallait climatiser les entrepôts. Ce que Onetto voulait d'ailleurs. Onetto, il a répondu... Tu m'avais répondu, pourquoi est-ce que tu ruines ma vie? Je t'en ai parlé. Les collègues d'Onetto, en fait, ont essayé de l'empêcher en lui disant que c'était un suicide professionnel, mais Onetto a décidé de répondre et d'y rappeler que c'est lui qui avait refusé la proposition originale au début de l'année. Bezos y a répondu pendant la réunion « Ah oui, je m'en rappelle de ton papier, mais il était tellement mal écrit et ambigu que personne ne veut rien y comprendre. C'était pas clair ce que tu recommandais. Fait que c'est de ta faute. C'était pas appuyé par des données. » Et c'était ça l'erreur d'Onetto. Et puis là, j'emprunte un peu l'analyse de... voyons, c'est quoi le nom de l'animateur de Behind the Bastard, Robert? Enfin, l'animateur de Behind the Bastard qui en parlait dans son podcast sur Jeff Bezos. Bezos, il est motivé puis il est même obsédé par les données, en fait, je dirais. Puis à en croire le témoignage de beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui, puis là, je dis des gens qui ont travaillé avec lui, mais c'est pas juste des ex-employés en colère, c'est aussi des gens qui ont été des proches collaborateurs et qui aiment Bezos. Ils disent que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'empathie. Et même que des fois, il suivait des gens qui avaient de l'empathie puis il leur posait plein de questions parce qu'il essaie de comprendre cette qualité-là qu'il ne possède pas et qu'il ne comprend pas vraiment. Même chose qu'on a vu avec Elon Musk d'ailleurs. Donc, si l'analyse, comme je te disais, de Robert et de Behind the Bastard, c'est que si Onetto avait voulu que son rapport soit entendu, il aurait fallu qu'il essaye de prédire en chiffres les chances que ça fasse parler négativement dans les médias et les potentiels coûts économiques de cette mauvaise presse-là. Je veux du data, je veux même pas du data de le nombre d'employés qui vont être blessés, parce que ça, je m'en calisse. Je veux du data de à quel point ça va me nuire à mon image. Oui, pourquoi c'est du data, mais du data sur certaines affaires en particulier. Pourquoi il faut qu'on intervienne en chiffres? Mais Onetto, lui, était juste parti de sa base que, naturellement, Bezos allait trouver que ça avait pas de bon sens que ses employés passent leur été à perdre connaissance dans les entrepôts, tu sais. Mais ça, c'était pas ça qui l'intéressait. Onetto a fini par quitter en 2013 parce qu'il était rendu persona non grata, notamment après cette histoire-là. Genre, il avait plus le droit de parler pendant la réunion. Il était là, mais quand il avait parlé, il faisait juste... Je veux pas t'entendre, je suis pas intéressé. Et quand il est parti, Bezos a dit qu'il voulait quelqu'un qui était plus axé sur l'efficacité et moins sur l'empathie. Fait que, super. Et je vais terminer cet épisode en parlant d'un cas tout près de chez nous, le cas de l'entrepôt d'Amazon à Laval. Oui. Le 13 mai 2024, il y a le tribunal administratif du travail qui a reconnu officiellement l'accréditation du syndicat de la CSN pour l'entrepôt d'Amazon de Laval. C'était le deuxième entrepôt Amazon en Amérique du Nord à syndiquer après un entrepôt à Staten Island à New York. Qui est l'entrepôt à Staten Island. As-tu réussi ou ils ont été fermés? Ils ont réussi. C'est ceux qui ont réussi, OK. Ouais. Les raisons que les employés de Laval avaient de syndiquer, ils ont cité notamment les conditions de travail déshumanisantes, le taux de blessure élevé, les quotas impossibles à suivre. Et selon le syndicat, des employés qui se sont blessés auraient même été découragés de les signaler à la Commission des normes du travail. Et il y aurait même renvoyé des employés qui ont déclaré leurs blessures. Ce qui est, un, illégal et deux, un manque d'empathie étonnant. Pas étonnant et pas le bon mot, mais décourageant. Flagrant, voilà. Amazon, en réponse, ont annoncé le 22 janvier 2025 qu'ils fermaient tous leurs entrepôts et centres de livraison au Québec, ce qui a causé, selon Radio-Canada, 4500 pertes d'emplois. C'est gigantesque. Ouais. Quand on se rappelle que le gouvernement du Québec a investi des milliards pour une usine qui allait amener une fraction de ces 4500 emplois-là. Ça avait été, si je peux me permettre une petite note positive, ça avait été quand même vraiment le fun à suivre et beau à suivre. Puis il y avait eu une... moi, de mon vivant,
parce que moi, on est quand même né après la grosse hype des syndicats. Là. J'avais pas senti un mouvement ouvrier. Ben, ça n'a pas duré si longtemps, mais pendant 3 mois, il y avait sur les réseaux sociaux une grosse mobilisation, puis il y avait comme un regain d'importance du mouvement ouvrier. C'était vraiment nice, mais là, ça s'est un peu c'est difficile à maintenir, après. Ouais. Amazon se défend en disant non, mais ça n'a pas rapport avec la syndicalisation. C'est vraiment juste une question de rentabilité, mais mettons que c'est permis d'en douter. Ils ont investi énormément aux États-Unis dans des efforts syndicaux, ça on le sait. Pendant la pandémie, il y a même un mémo interne qui a fui où la S-Team parlait de leur stratégie pour combattre la syndicalisation au fameux entrepôt de Staten Island, qui est le seul autre syndicat en Amérique du Nord. Et leur stratégie, tiens-toi bien, c'était de concentrer l'attention sur Chris Malls, qui était le président du syndicat, un homme noir qui travaillait à l'entrepôt, parce qu'il était, selon eux, pas intelligent ni articulé et que ça faisait une cible facile pour discréditer l'ensemble du mouvement. Mais c'est pas lui qui est devenu, genre, une personnalité hyper suivie. Fait que c'est l'inverse. Il est hyper charismatique, ce dude-là. Ouais. Mais en faisant ça, en fait, je pense qu'ils en ont fait un peu, mais je veux pas dire un martyr, il est pas mort, mais ils en ont fait un symbole, tu sais. Oui. Oui. Mais il y avait aussi un sous-texte qui était quand même raciste. Eux autres disent non, on savait même pas qu'il était noir quand on a écrit ce mémo-là, mais de genre, on va se concentrer sur le noir pas éduqué. Dans les médias. Il va parler comme un niaiseux dans les médias, puis on va gagner de même. Et en passant, c'était pendant Black Lives Matter, tout ça aussi, fait qu'il a rajouté quand même une couche. Puis on a envoyé Smalls en disant qu'il n'avait pas respecté la distanciation sociale à l'entrepôt. Et évidemment que ça n'avait rien à voir avec les efforts syndicaux, c'est vraiment juste parce qu'il n'avait pas bien respecté le 6 pieds, le 2 mètres de distance. Qui est la seule règle de sécurité qu'on applique dans les entrepôts, by the way. Tu peux te couper la main en livrant, ça c'est pas grave. Ça n'a aucun sens. Mais oui. Et au Québec, Amazon se défend aux autres en disant que si on décidait de fermer tous les entrepôts, justement, pour faire affaire avec des entreprises tierces, c'est pas en cause de la syndicalisation, mais c'est parce que c'est plus rentable. Quand il est facile à remettre en doute, parce que parmi les entrepôts fermés, il y a DYT4, qui est un entrepôt à Laval qui a été ouvert 2 jours au total. Donc, il a été ouvert au début janvier 2025 et 2 jours plus tard, il a annoncé la fermeture de tous les entrepôts. Et il aurait coûté de 10 à 20 millions à Amazon. À Amazon, ouais. C'est quasiment la moitié de mettre de l'air climatisé dans tous les entrepôts aux États-Unis. C'est fou, hein? Ouais. Fait que voilà, mettons qu'on peut présumer que tu n'investis pas 20 millions quand tu penses fermer dans 2 jours. Exactement. Depuis, les employés licenciés ont essayé de mener un mouvement de boycott tant citoyen que gouvernemental. Pour le moment, ça n'a pas l'air de trop porter fruit. On va espérer que ça change, mais pour le moment, ça n'a pas été un grand succès. Puis je sais pas, là, je tombe dans quelque chose de pointu, t'es peut-être pas au courant, mais il y avait des démarches après ça au niveau plus gouvernemental de OK, ils ont fermé, mais avec les lois québécoises ou canadiennes, je sais plus, on peut les forcer soit à nous repayer, soit à réouvrir parce qu'ils respectent pas. C'est ça. Puis ça, j'en ai plus entendu parler après, mais il y avait encore des démarches en place. Oui. Ça a été présenté, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça a été présenté au tribunal du travail, mais c'est un gros dossier, donc c'est pas encore terminé. Il n'y a pas de décision qui a été rendue encore. Je veux quand même souligner qu'il y a très peu de couverture médiatique, ce qui m'a quand même fait prendre une pause et être étonné. Les derniers articles que j'ai trouvés, c'était 1 mois. Ils dataient de un mois à peu près où il y avait un témoignage qui était rapporté. Mais il y a quand même vraiment peu de suivi dans les médias, ce qui est décourageant. Et un peu inquiétant. Puis bon, je veux pas tomber dans les théories du complot, mais des fois, on dirait que les médias sont plutôt du côté des grands patrons que des travailleurs. J'oserais dire ça. Allegedly. Mais voilà, il y a quand même peu de suivi qui est fait de ça et c'est très décevant. C'est plus très sexy, le syndicalisme, malheureusement. Mais ouais. Mais c'est tellement grossier. C'est tellement évident qu'ils ont été renvoyés parce qu'ils ont essayé de se syndiquer. Ouais. Je me rappelle, moi, tu sais, le cas dans les années 2000 de Walmart à Jonquière, mettons, avait fait beaucoup parler où ce qui s'était passé de quoi de semblable. Là, des employés s'étaient syndiqués au Walmart à Jonquière. Et puis, Walmart avait fermé le magasin en disant « Ah ouais, non, mais il est plus rentable, ce magasin-là. » Mais, et puis ça, je me rappelle, ça avait été beaucoup couvert dans les médias. Mais ça, on dirait que c'est vite tombé dans l'oubli. Oui, ça a été une affaire de quelques semaines. Puis, ouais. Ce qui est vraiment dommage. Par contre, je veux pas être trop négatif, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. C'est que l'histoire du Québec, en fait, aurait encouragé beaucoup de travailleurs à d'autres endroits à syndiquer. Les grandes centrales syndicales, autant canadiennes qu'américaines, disent avoir reçu beaucoup d'appels de travailleurs d'Amazon après cette histoire-là, qui tentaient le terrain eux-mêmes pour syndiquer. Donc, on pourrait penser que cette histoire-là aurait jeté une douche froide et aurait fait peur aux travailleurs, mais apparemment que ça a eu un peu l'effet inverse, que ça a beaucoup fâché des travailleurs, qu'en fait, on devrait tous se syndiquer. Donc, il y aurait beaucoup de mouvements en ce moment. Ça reste assez secret, surtout aux États-Unis, où le union busting est beaucoup moins puni qu'ici, quoique on se rend compte qu'ici, ça l'est pas tant que ça. Fait qu'on sent qu'il y a eu de l'intérêt, mais il n'y a pas eu d'autres syndicats approuvés depuis.
Non. Au sein d'Amazon. Pas en Amérique du Nord. Ceci étant dit, ça fait moins d'1 an là, quand même tout ça. Fait que c'est des démarches qui peuvent être assez longues. Donc, c'est pensable qu'on verra d'autres efforts de syndicalisation ailleurs au Canada et aux États-Unis. Et surtout, Montréal est comme dans une position où on dirait que ça se pourrait, parce que là, ça les a obligés à se réapprovisionner en grande partie d'Ontario. Mais c'est un gros marché, Montréal. C'est la deuxième plus grosse ville au Canada, après Toronto. Fait que, tu sais, imaginons un instant au rêve que les entrepôts à la frontière d'Ontario se syndiquaient aussi. Il y a une limite à quel point ils peuvent enfermer. Puis surtout, le transport entre les États-Unis et le Canada s'est rendu quand même de plus en plus compliqué avec les tarifs. Tu sais, quand même... Fait que si les ouvriers du Québec... Ben alors, en fait, il n'y a plus d'entrepôts au Québec, mais oui, c'est ça. Si les ouvriers des entrepôts en Ontario se syndiquaient, ils voudraient en réouvrir au Québec, qui seraient syndiqués aussi. Qui sait? T'sais. Après ça, je pense que leur stratégie est aussi beaucoup de passer par des tiers en ce moment, puis d'appliquer la stratégie Intelcom aux entrepôts. De dire, ah non, mais là, c'est un tiers c'est un sous-traitant et tout ça. Fait que malheureusement, je pense qu'ils sont pas sans ressources. Mais il y a quand même un levier là, qui est possible. Je pense. Et puis, j'en ai pas beaucoup parlé, mais juste une petite mention sur Intelcom, j'ai dit qu'on en reparlerait. C'est aussi dans cette volonté antisyndicale-là, en fait. C'est que quand tu utilises des sous-traitants, si c'est tes employés, là, tu te retrouves avec un sacré problème s'ils décident de se syndiquer. Mais quand tu fais affaire avec un sous-traitant, c'est super facile de le fermer puis d'en réouvrir un autre, ou de faire affaire avec une autre compagnie. Tu fais juste mettre des collants différents sur les vannes de « Hey, c'est un nouveau nom d'entreprise, on a des nouveaux employés, on s'en fout. » Oui, c'est ça. Intelcom est fermé. Maintenant, on fait affaire avec Intelco. Et puis, voilà, tout est réglé. Puis, côté structure, là, en ce moment, ce qui est livré au Québec vient de centres de distribution qui sont en Ontario tout le temps, ou il y a encore des centres de distribution qui sont au nom d'une compagnie tierce? Les deux. Okay. C'est ça. C'est soit que ça part de l'Ontario à la frontière avec le Québec, ou c'est des tiers qui sont sous-traitants. OK. Voilà. Donc, écoute, on va espérer qu'un jour, le mouvement de syndicalisation chez Amazon puisse vraiment prendre racine. D'ici là, nous, on va se quitter. C'est tout pour aujourd'hui. Là, on a beaucoup parlé de Jeff Bezos par le biais d'Amazon, mais le prochain épisode, un peu plus léger. On a eu un épisode quand même un peu lourd et décourageant aujourd'hui. On a eu 2 épisodes quand même. Oui, quand même 2, hein, oui. Le prochain, ça va être beaucoup plus ludique, je vous rassure. On parle des échecs d'Amazon. Il y a des échecs assez drôles, notamment quand ils sont lancés dans les hamburgers. Je te laisse un tease. Et on va parler des amours de Jeff Bezos. Oh! Donc, c'est tout pour aujourd'hui, Colin. Mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Et je m'appelle Colin Boudria. Vous pouvez me suivre, je suis humoriste. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux étant Instagram, TikTok et Facebook un peu si vous voulez. Le monde capote sur Facebook. Mais en fait, Facebook, c'est moins mort que je pensais. Fait que là, pendant longtemps, j'en parlais plus pantoute, mais non, j'ai une page Facebook, vous pouvez y aller aussi. Parfait. Donc, @Colin Boudria. Oui. Et voilà. Et vous pouvez me suivre également, Pierre Le Ouellette, donc @PLOuellette sur Instagram. À 20 nouveaux abonnés, il va ramener ses vidéos de commentaires de jeux vidéo sur TikTok. Parfait. Je vais faire une story sur Metroid Prime si je me rends à 1200 abonnés. Parfait. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des amours et des échecs de Jeff Bezos.